Superbe introduction. Pour vous parler aujourd'hui d'un film que nous avons vu, nous avons eu la chance de voir un peu en avant-première. Il s'agit du film La forme de l'eau, un film de Guillermo del Toro. C'est un réalisateur mexicain qui travaille beaucoup aux États-Unis et qui s'est fait surtout connaître, enfin a beaucoup explosé avec Blade 2. Après, il a fait beaucoup de films qui ont marché. Le labyrinthe de Pan. Il a fait Crimson Peak. Il a fait Hellboy. Et surtout, il a fait un gros carton, Pacific Rim, dont le deuxième volet va d'ailleurs sortir cette année. Pour notre plus grande joie. Alors, là, partie non spoil, sans révélation. Petit résumé. Donc voilà, il s'agit de l'histoire d'une femme de ménage qui travaille dans une base secrète américaine où est maintenu en captivité un être amphibien humanoïde qui est martyrisé par un chef de la sécurité tyrannique. Et elle va essayer de le comprendre, une relation va s'instaurer. Va-t-elle tomber amoureuse ou pas, ça c'est la partie spoil, on verra bien. Et que va-t-elle faire avec cette pauvre bête? Mon ami Joao, ne perdons pas de temps. Non. Qu'en as-tu pensé? C'était très moyen. C'est une idée classique. D'ailleurs, elle est reprise de l'étrange créature du lac Noir, réalisée d'ailleurs par Jack Arnold dans les années 50. Jack Arnold. Tout le monde s'en fiche, le mais grand-père de David Arnold, le compositeur. Donc... J'ai dit n'importe quoi, c'est faux en fait. C'est super. C'est très bien. Ça commence très bien. Le montage, tu vas galérer. Mais je ne monte jamais, je le répète. Comme souvent, Guillermo del Toro, il aime bien les bandes dessinées, il aime bien les vieux films, les films de genre, etc. La fameuse femme de ménage dont a parlé Christian a un ami, et cet ami lui montre plein de films de claquettes, et donc elle rêve un peu de faire des claquettes. Précision importante. Cette femme, oui, elle a une caractéristique, mon ami Joao, que j'ai oublié, que j'ai omis. Et qui est importante. Elle est muette. Tout à fait, elle est muette. Contrairement à mon ami Joe, qui est très prolixe. Très loquace. Très loquace. La créature vient d'Amazonie, comme dans l'étrange créature du lac Noir de 1954. Dont elle a la forme. Quasi. Les Mexicains, ils aiment bien tout ce qui est Viva la Muerte, ce genre de choses, le festival de la fête des morts. Et c'est vrai que l'eau, les créatures qui viennent du fin fond des eaux noires, c'est toujours en relation avec la mort, avec la part d'obscurité. Si j'osais, je ferais un parallèle avec certains films japonais. Les Japonais sont un peu obsédés par ça, qui sont entourés d'eau, n'est-ce pas? En gros, c'est très caricatural. Et ça, c'est un peu dommage, puisque la forme, elle est très belle. Donc c'est un film à voir au cinéma. Mais, et ça c'est le mais surtout pour nous Français, si vous aimez un certain monsieur Jeunet, ou même messieurs Caro et Jeunet, vous allez voir 1 milliard de références. Là, c'est vrai qu'il a beaucoup utilisé, il a beaucoup travaillé son image. Dans l'étalonnage, il y a énormément de couleurs verdoyantes. Et le personnage même de la femme de ménage, moi je trouve qu'elle fait penser justement à quelqu'un de spécial, qui n'est pas compris par les autres, mais qui est quelqu'un de foncièrement généreux. Et ça fait, alors Amélie Poulain, quoi. Il y a vraiment ce côté poétique, un peu pessimiste aussi. Alors ça, plus comme La Cité des Enfants Perdus, plus comme les films de Jeunet et Caro, plus que Jeunet tout court. Jeunet tout seul. Ouais, mais sur l'esthétique, ça s'étend plus. Et donc moi j'y ai beaucoup pensé. Quant à l'histoire, je te rejoins, elle est cousue de fil blanc, c'est une histoire romantique. J'ai eu du mal à rentrer dans le film et à être en empathie avec les personnages. Parce qu'ils sont caricaturaux, enfin je pense qu'ils sont, voilà. Le méchant est sur-méchant et la gentille est sur-gentille. Et ça manque un peu d'ambiguïté. Alors je rebondis là-dessus pour dire que ce n'est pas de la faute des acteurs, parce qu'ils sont tous excellents. Le méchant, Michael Shannon en tête, et du coup, on a envie de dire à Guillermo, hola, ¿qué tal? Que pasa? Guillermo, ¿qué tal? On l'appelle là, je veux dire, téléphono Guillermo, je veux dire, là... Il y a des bons acteurs, la fille aussi, dont nous n'aurons pas le nom. Oui, ça c'est voilà. Le professionnel. Superbe. Là, il y a le nom apparaît ici. Michael Shannon, on lui donne un rôle très caricatural encore une fois. Donc il est très très méchant. Faudrait qu'il ait une sale gueule. Oui, mais il peut jouer des gentils. Dans Take Shelter, il joue un. Non, mais là, il joue pas un méchant. Il joue un père de famille. Ah oui. Il le fait bien. Et comme dans pas mal de films, on en revient à ce postulat, c'est que la fin
Ah. On veut tout caser, comme d'habitude, dans les 8 dernières minutes. Et il y a une problématique, surtout dans ces films, j'ai presque envie de dire de genre. Alors, ils sont bizarres puisque ce sont des films faits par des réalisateurs connus, Alexander Payne, Guillermo del Toro, etc. Du coup, ils sortent du cadre pur du film de genre, de la série B, de la série Z. On n'est pas dans des trucs comme, j'ai revu récemment Flic aux zombies, avec Treat Williams. Alors ça, c'est du film de genre, en veux-tu, voilà. Treat Williams. Je vous conseille Flic aux zombies. Moi, je trouve que Guillermo a du style et peut avoir une vision personnelle de l'image et de ses créatures. Par exemple, lorsqu'il dans le labyrinthe de Pan, et d'ailleurs dans Hellboy 2, ça se revoit, il y a la même esthétique des personnages et des monstres. Il y a un rapprochement. Et là, ça se veut film d'auteur, ça se veut film un peu ambitieux. C'est ça. Pas ambitieux dans les effets spéciaux comme Pacific Rim, mais ambitieux un peu dans l'histoire et dans le développement des personnages. Et ben non, ça reste quand même en surface. C'est l'impression qu'on a. On a l'impression qu'il finit pas ses phrases. Il commence une partition, si vous préférez, et on se dit, elle est où la fin de la mélodie ? Et hop, on passe à un autre truc, on passe à autre chose. Et est-ce qu'on passe au spoil, du coup ? Monsieur Métaphore. Est-ce qu'on passe... Très bien. Est-ce qu'on passe... Partie spoil. Partie spoil. Ouh. Révélation. C'est un moment de vie. Là, on voit qu'on n'est pas que deux êtres de vidéo. Nous sommes des êtres de chair aussi et de sang. Mon ami ici présent a une crève carabinée. Et donc là, il souffre. Mais il voulait faire cette vidéo absolument. Il dit, je veux faire pour les gens, pour eux, pour leur insuffler du bonheur. Voilà. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vous insuffler du bonheur. On est parti, on va spoiler révélation. Comme des porcs. Donc la créature du lac, à un moment, surgit de cette petite bassine. On voit la créature une fois, la première fois. On est un peu content. Alors c'est un peu facile de nos jours, mais ça marche toujours, en tout cas avec moi. C'est qu'avec ces déluges d'effets spéciaux qu'il y a dans tous ces films, une créature faite encore en latex, avec une vieille tête des années 50, ça fait sourire. J'ai envie de dire, ça fait plaisir. Ouais. C'est totalement subjectif. S'il y en a qui trouve ça horrible, je peux tout à fait le comprendre. Mais disons que à partir du moment où on l'a vu, c'est comme dans tous les films, on voit la créature, et après... Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, Madame Persil ? Que se passe-t-il ? Une fois de plus, je rejoins mon ami. Oh non ! Mais oui ! Oh non ! C'est vrai que cette créature, on la voit assez vite. Contrairement à lui, je suis super content quand on est d'accord. On comprend assez vite qu'elle n'est pas dangereuse. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Si on l'embête, c'est comme Jason Bourne. C'est comme Jason Bourne. Cette femme de ménage muette se sent seule parce qu'elle a du mal à communiquer avec les gens, évidemment, tout ça. Et elle mange des œufs. Et on ne sait pas d'où lui vient cette idée, mais elle a envie d'en partager avec notre ami amphibien parce qu'elle a envie de rentrer en contact avec lui. Elle sent que c'est une bête qui est martyrisée, qui se sent seule comme elle. Donc, analogie, elle sent que quelque chose peut se passer entre eux. Il donne un œuf à manger et ils vont communiquer par des signes aussi. C'est pas le langage des signes. Des signes. Non, mais des bonnes idées. D'ailleurs, la bête est dans un bassin avec une petite chaîne, mais enfin là, elle nageote tranquillement. Tout à fait. Et donc, on peut aller dans le bassin. On peut carrément plonger dans le bassin avec la créature, soi-disant. Enfin, c'est un peu léger comme système de sécurité. Comme système de sécurité. Voilà. C'est situé dans la période guerre froide, post-Seconde Guerre mondiale directe, années 50-60. Il y avait moins d'infrastructures pour garder ce genre de bêtes. Il y a moins de technologie, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de portable. Voilà, donc bon, moi là je laisse passer quoi. Enfin, ça correspond aussi à cette idée de cinéma bis des années 50. C'est ça, comme c'est pas trop grave. Gloire, comme tu disais. C'est ça. Moi ce qui m'embête plus, alors là je vais, message à Monsieur Del Toro. J'aime bien ce que vous faites de temps en temps. Écoutez bien, Guillermo. Alors, j'ai un petit problème avec Guillermo del Toro, pas en particulier, mais souvent avec le cinéma mexicain, en tout cas moderne, donc on va dire fin des années 90-2000, où les symboliques vous sont mis dans la tête à coups de truelle. On va voir le personnage principal, donc féminin, se masturber dans sa salle de bain. Et après, elle cuit des œufs. Alors les œufs, évidemment, l'œuf, le fœtus, c'est le symbole du fœtus, de l'ovaire chez la femme. Donc elle a un désir d'enfant, etc., etc. Et elle amène cet œuf à la créature du lac, avec qui on dit qu'elle a envie de quelque chose. C'est-à-dire de rapport sexuel. Et comme on a la partie spoil, bingo, ils finissent par coucher ensemble. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais d'accord. Donc la symbolique, tu me la donnes 1 heure avant, et après, aucune surprise, zéro. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant pour un film
qui va être diffusé, qui est fait pour marcher aux États-Unis. Tout à fait. C'est qu'une des premières scènes du film, c'est elle qui, on la voit nue, ce qui est ultra rare. J'ai vu cette symbolique, mais je pensais pas qu'ils allaient aussi loin et qu'on allait voir voir, en tout cas, qu'ils allaient en arriver au coït quand même. Ah bon? Je pensais qu'il y avait une histoire d'amour et que peut-être qu'après ils allaient finir dans l'eau ensemble et puis que Ça c'est le cas. c'est le cas. Notre héroïne a un ami qui est un vieil artiste, un graphiste homosexuel qui se sent tout aussi seul qu'elle et qui essaie de draguer à un moment un monsieur dans le bar. Lorsqu'il se révèle et qu'il lui touche le bras, évidemment le patron est homophobe comme tout bon américain. Et pour moi c'est pas aussi clair que ça qu'il soit homosexuel. moi c'est clair et net. Et du coup j'ai trouvé cette scène une des très bonnes scènes du film. On nous montre pas la folle. Et ça, c'est pas a bird in a cage. Voilà. Ce qui est très bien là, c'est que là, ça a abordé de manière, bizarrement dans un film poétique, mais de manière beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que ce monsieur, il vit seul. On ne sait pas, on ne dit jamais. Alors lui, par contre, on ne le voit pas se masturber, par exemple. On ne le voit pas regarder des hommes. Après, on ne connaît pas. Mais non, mais on ne connaît pas sa vie. On va pas regarder tous les mecs se masturber. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce film, la sexualité forte est du côté de Michael Shannon, le méchant, parce qu'on le voit se taper sa femme. Je dis se taper parce que c'est vraiment une scène de baise, c'est pas une scène d'amour, c'est limite révulsant. Là aussi c'est gros. C'est gros, mais je veux dire pourquoi c'est gros. Est-ce que je peux dire pourquoi c'est gros maintenant ou tu veux terminer? Vas-y, je continuerai après. C'est gros parce qu'il fait l'amour avec sa femme et on sent bien qu'il lui met la main sur la bouche et lui il ne veut pas de bruit du tout pendant le coït. Il refuse que sa femme émette le moindre son. Et on se dit, oh mais il est en train de croiser une fille muette dans le truc, mais que va-t-il être attiré par cette fille? Va-t-il essayer d'en abuser? Oh, une autre symbolique pas du tout évidente. Eh ben oui. Je ressors ma petite truelle et mes briques. On voit très bien la sexualité très brutale, très simpliste du mec qui se prend pour un homme. Ensuite, il y a la sexualité, j'allais dire, plus silencieuse, littéralement, plus subtile de cette femme de ménage et de cette créature qui fait quelques bruits mais qui vit sous l'eau. Donc pour nous, elle est silencieuse et qui a une sexualité beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus respectueuse, on va dire, romantique, plus belle, et qui nous est rendue plus désirable. On comprend aussi à un moment que l'amphibien, je sais pas comment appeler ça en fait, ce personnage, l'amphibien, la créature, la forme de l'eau, a un pouvoir régénérescent. Tel Wolverine, il peut se régénérer, mais par contre il peut aussi régénérer les autres autour de lui. C'est un dieu. On peut passer au chapitre, j'ai fait un petit générique, incohérence. Les incohérences. C'est vilain. Comme d'habitude, quelques incohérences dans le récit. On est parti. Il y en a. Alors, l'incohérence à la fin. Je recommence. Nous sommes à Baltimore. Attends, je bois. Nous sommes à Baltimore et notre femme de ménage et notre amphibien se sont enfuis avec grâce à l'aide de leur vieil ami. Ils sont sur des quais, alors j'imagine des quais où il doit y avoir des milliers de kilomètres à Baltimore. Et notre ami, le chef de sécurité, arrive à les retrouver en 8 minutes 22. J'ai une autre incohérence ensuite, mais formelle. Ils font l'amour dans la salle de bain. Et pour rendre ce moment plus poétique, ils font couler de l'eau dans la salle de bain. Elle ferme la porte de la salle de bain. Et l'eau est contenue dans la salle de bain. Elle fouillote un peu, mais c'est contenu. Donc on peut remplir, donc essayez chez vous. Fermez la porte de votre salle de bain. Allez-y, fermez la porte de votre salle de bain. Et rappelez-nous, pourquoi ces scènes? Ouais. Moi, vraiment, il y a des moments où, au-delà même des incohérences pures, alors elle attend la pluie. Parce qu'elle se dit qu'à partir d'une certaine date, il y a de la pluie. Et que ça fait monter le niveau de l'eau. Non, vraiment. Et alors, ce qu'il faut, c'est qu'elle elle est météorologue. C'est-à-dire qu'elle dit, à partir du 15 février, pas faux. Il pleut. Pas faux. Et elle n'a pas tort. Je résume. C'est un film linéaire. Terriblement. Le problème, c'est que tout ce qui est politique ou tout ce qui est symbolique, oui, mais ça, ça datait aussi de la période qu'il utilise, c'est-à-dire c'est années 60. Mais c'est le propre de ce genre de cinéma. Ouais, parce que ça, nous retrouvons ça dans le hein. cinéma de référence. C'est-à-dire qu'il est référencé par rapport à des films qui ont été faits à l'époque. Comme Les Créatures du Lac Noir. C'est ça. Comme par exemple La La Land est une référence au cinéma musical des années 50, tu vois, Chanteuse sous la pluie. Mais donc on ne peut pas réinventer, on exploite un peu cette nostalgie. Non, moi justement c'est ça. Et moi ce que je trouve très bon, il y en a qui le font, c'est que tu rends hommage, tu réutilises, tu réexploites comme tu dis, mais tu introduis des thèmes actuels derrière. Oui. Tu le filmes, tu le fais maintenant, tu le fais pas dans les années 60. Pacific Rim, c'est aussi de la symbolique à la truelle, il n'y a pas de problème.
Mais au moins, ça nous parle en sous-texte finalement d'écologie, de cette peur de la fin du monde qui est actuelle, avec la destruction de la planète. Et là, il y a la planète qui se venge. Tu vas vomir ou... Quel courageux, quel courageux. Il y a 2 personnages dont il faut parler. Donc le général. Je vais commencer par le général et... Moi je m'occupe du russe. Du... C'est le général qu'on voit dans tous les films. Non, mais voilà. Non, mais tu m'as volé les mots de la bouche. Que veux-tu que j'ajoute? Mais je pouvais pas m'empêcher de le dire. C'était trop fort. C'était trop. C'est le général qui... Il faut arrêter de faire ce genre de général. N'engagez pas de comédien. Juste, il serait resté au téléphone. Chauve et un peu gros. Voilà. Ils sont tous comme ça. Toi bientôt. Alors, je suis en kaki, je vais devenir général. avec derrière la CIA, c'est Voilà. horrible. On envoie des films américains, on a compris que la CIA c'était les méchants, etc. Non, C'est les méchants dans la méchants. réalité. Hein. Ils sont méchants, ça pas de souci. You are merchant. On a oublié le russe. Faut qu'on termine quand même sur le... Faut qu'on dise un mot sur le russe. Vas-y, t'as tout envie. Hein. Alors. C'était toi qui voulais en Bah parler, oui. c'est pas ma faute. Je voulais parler de la... Alors de l'acteur- De l'acteur, du Ruskov. Non, c'est mal, c'est raciste. Du Coco. Qui finalement est un personnage positif. Maintenant, il faut leur mettre un culpa dans tous ces films. Et C'est ces ça. gens, oh les Russes quand même, il y en a qui sont C'était gentils. pas ce que et tout. c'était. Voilà. Ah non, mais bon, On ça pense aussi, que- ça me. Voilà. Même dans les James Bond, c'est comme ça. j'en peux- On pense à ce pauvre Checky Cario qui se fait tuer comme une merde dans leur C'est- prison. Checky, si tu m'entends. En plus, lui, je le connais vraiment, donc je peux vraiment dire écoute, Checky, si tu m'as- C'est bien, on se la joue un peu. C'est bien. c'est moi qui fais une réponse à James Bond. Je t'avais dit que c'est alors, partout. alors Je que- t'avais dit que c'est partout. alors que je lui disais justement il y a peu, écoute, faut arrêter Et je les l'ai pas références, c'est James Bond. Donc oui, il parle sur le personnage russe, je t'en prie. C'est tout ce que j'avais à dire, moi, le personnage russe. Ah, très bien. Il Bon, est formidable. Voilà donc la critique pour la forme de l'eau, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Nous a plu. Nous, on était. On était, Ouais. c'était pas facile. Donc la forme de l'eau, bah je sais, c'est une forme vide. Oh. Et hop. Est-ce qu'on aime la vidéo? On aime la vidéo. Est-ce qu'on met un petit pouce à la vidéo? On met des pouces. On met un pouce à la vidéo. On est content. Voilà. Ok. À bientôt pour une prochaine aventure formidable. Retrouvez-nous sur Facebook, fin de séance, et fin de séance également sur YouTube, dans les petites playlists qui s'appellent Les Compères. Oui.